En 1942, le ministère de l'Alimentation a ordonné à chaque famille britannique de cultiver pour la victoire. À la fin de la guerre, les jardins ouvriers produisaient plus d'1 million de tonnes de légumes par an. Puis les supermarchés sont arrivés, et nous avons oublié presque tout ce que ces cultivateurs de temps de guerre comprenaient. Mais voici le rebondissement. Les pédologues ont passé la dernière décennie à prouver que les vieilles astuces de potager, celles sur lesquelles votre grand-père jurait, surpassent en réalité les méthodes modernes. Le numéro 17 a été banni par la plupart des comités de jardins ouvriers dans les années 1990, mais les essais de la RHS montrent aujourd'hui qu'il augmente les rendements jusqu'à 40%. Et le numéro 7 utilise quelque chose que vous jetez dans votre poubelle à roulettes chaque semaine. Ces 25 astuces étaient si efficaces que les entreprises d'engrais et les jardineries avaient toutes les raisons de nous les faire oublier. Car si vous saviez ce que votre grand-père savait, vous arrêteriez d'acheter la moitié des produits de votre rayon jardinage local. Comptons ensemble les 25 astuces de potager les plus ingénieuses que les jardiniers britanniques ont oubliées. Top 25. Le paillage au papier journal. Avant que les bâches de protection n'apparaissent dans chaque jardinerie à 4 livres le rouleau, les jardiniers utilisaient le journal d'hier. Ils posaient 6 à 8 feuilles de grand format, en faisant se chevaucher chaque section d'environ 10 cm, puis imbibaient le tout avec un arrosoir, jusqu'à ce que le papier devienne sombre et lourd. Une couche de tonte de gazon ou de compost était ajoutée par-dessus pour le maintenir et garder un aspect soigné. Le papier bloquait totalement la lumière. Les mauvaises herbes en dessous mouraient en 15 jours. Les vers de terre s'installaient sous les feuilles humides et ameublissaient le sol pour le rendre doux et friable. Au moment où le journal se décomposait, généralement en 8 à 10 semaines, la plate-bande en dessous était exempte de mauvaises herbes et prête à être plantée. Un journal du dimanche coûtait quelques centimes et couvrait un carré potager entier. Les bâches modernes coûtent cher, ne se décomposent pas et finissent par se déchirer en lambeaux qui s'envolent comme des guirlandes lors d'une triste kermesse. Le journal fonctionnait mieux, ne coûtait rien et nourrissait le sol en se décomposant. Votre grand-père aurait regardé la bâche en plastique comme il regardait la purée en flocons. Méfiant. Top 24. Le piège à limaces, au gobelet et à la soucoupe. Les granulés anti-limaces n'étaient pas bon marché, et votre grand-père ne leur faisait pas confiance près de ces laitues. À la place, il enterrait un vieux pot de confiture ou de yaourt jusqu'au bord et le remplissait de bière brune bon marché, pas de blonde. Il fallait de la bière amère ou de la stout. L'odeur de levure attirait les limaces dans un rayon d'1 mètre, et elles se noyaient durant la nuit. Il vérifiait les pièges chaque matin avec son thé, vidait le contenu sur le tas de compost et remplissait à nouveau. Une bouteille de bière premier prix ne coûtait presque rien et protégeait une rangée entière de semis pendant une semaine. Certains anciens juraient par un mélange d'eau, de sucre et d'une pincée de levure sèche comme alternative gratuite. Quoi qu'il en soit, aucun produit chimique ne touchait le sol et aucun granulé ne risquait d'être mangé par le chien. Les granulés biologiques modernes coûtent 6 livres la boîte et se dissolvent à la première pluie. Le pot de confiture n'a jamais failli. Top 23. L'aération par torsion à la fourche. Votre grand-père n'a jamais possédé d'aérateur à louchet creux ou de grelinette à 70 livres provenant d'un catalogue. Il enfonçait une fourche bêche standard dans les allées et les lits compactés. Il lui donnait une torsion ferme pour ouvrir le sol, la retirait et se déplaçait de 1500 pieds-mètres. Il répétait l'opération sur toute la surface. Cela créait des canaux d'air permettant à l'eau de s'écouler, au lieu de stagner. Les racines pouvaient descendre plus profondément. Les vers circulaient librement. Il faisait cela chaque automne après les récoltes et à nouveau en février avant de planter. Cela prenait 20 minutes pour une parcelle complète. La torsion était la clé.
Enfoncer et retirer simplement la fourche refermait les trous. La torsion fracturait le sous-sol. Pas besoin de machine, pas d'argent dépensé, juste de l'effort et un savoir transmis d'un jardinier à l'autre autour d'un café dans la cabane de jardin. Top 22. Le spray répulsif aux feuilles de rhubarbe. Ces énormes feuilles de rhubarbe, que tout le monde jetait au compost, contenaient de l'acide oxalique, un pesticide naturel. Votre grand-père faisait bouillir quelques grandes feuilles dans 5 litres d'eau pendant 20 minutes, filtrait le liquide à travers un vieux collant et laissait refroidir. Pulvérisé sur les brassicacées, il décourageait les pucerons et les chenilles sans nuire aux plantes. L'odeur suffisait à faire réfléchir les pierrides du chou. Un seul pied de rhubarbe produisait assez de feuilles par saison pour protéger une rangée entière de choux. Le spray se conservait environ une semaine dans une bouteille scellée. Il n'a jamais acheté de pesticides de sa vie. Les sprays bio modernes coûtent 8 livres et viennent dans des bouteilles en plastique de la taille d'une brique de lait. Un seul plant de rhubarbe vous offrait un contrôle gratuit des nuisibles pendant 30 ans. Top 21. La méthode de plantation des 3 sœurs. Ce n'était pas britannique à l'origine, mais les jardiniers l'ont adopté pendant la guerre et n'ont jamais fait marche arrière. Du maïs doux, des haricots d'Espagne et des courgettes plantées ensemble sur une même butte. Le maïs servait de tuteur aux haricots. Les haricots fixèrent l'azote dans le sol pour nourrir le maïs et les courgettes. Les feuilles des courgettes s'étalaient et ombragèrent le sol, supprimant les mauvaises herbes et conservant l'humidité. 3 récoltes sur un seul lopin, chacune aidant les autres à pousser. Votre grand-père appelait cela le bon sens. Les jardiniers modernes appellent cela le compagnonnage et achètent des livres sur le sujet. Ils creusaient une cuvette d'1 mètre de large, plantaient le maïs au centre, les haricots autour et les courgettes sur les bords. En août, la butte était une jungle de nourriture, produisant plus par mètre carré que n'importe laquelle des 3 cultures seules. Top 20. Les allées en planches de bois. Au lieu d'acheter des dalles ou du gravier pour les sentiers, votre grand-père posait de vieilles planches d'échafaudage ou des lames de parquet directement sur la terre. Il marchait sur les planches toute la saison, évitant de tasser les lits de culture. Mais la vraie astuce se passait en dessous. Lorsqu'il soulevait ses planches à l'automne, le sol fourmillait de vers et d'insectes venus s'abriter dans l'obscurité humide. Il transférait les vers sur ses cultures, retournait les planches et les laissait pour l'hiver. Un élevage de vers gratuit. Les planches supprimaient aussi les mauvaises herbes, séchaient vite après la pluie pour garder ses bottes propres et duraient des années. Quand elles finissaient par pourrir, il les brisait pour le petit bois ou les ajoutait au tas de cendres pour le potager. Top 19. L'engrais liquide de consoude. S'il y avait une plante que votre grand-père traitait avec une dévotion presque religieuse, c'était la consoude. La consoude de Russie, variété Bocking 14, poussait près du récupérateur d'eau et fournissait 5 ou 6 coupes par an. Il entassait ses feuilles dans un seau, les pressait avec une brique, complétait avec de l'eau de pluie et laissait pourrir pendant 3 semaines. Le liquide résultant était brun foncé, puait la mort, et était l'engrais gratuit le plus puissant qu'un potager puisse produire. Dilué à un volume pour 10, il nourrissait tomates, courgettes, haricots et petits fruits avec une solution riche en potassium égale aux engrais coûteux du commerce. Les racines de consoude puisent les nutriments profondément dans le sous-sol, là où les autres plantes n'arrivent pas. Les feuilles concentrent ces minéraux. Leur décomposition les rend immédiatement disponibles. Un seul plant de consoude ne coûtait rien à multiplier. Il suffisait d'enterrer un morceau de racine. Elle revenait chaque année. L'engrais moderne coûte 5 livres la bouteille. La consoude nourrissait tout un jardin gratuitement, année après année. Top 18. La technique du faux semis. C'était de la pure patience,
et votre grand-père en avait à revendre. 3 semaines avant le semis prévu, il préparait le lit exactement comme s'il allait planter. Ratissage fin, arrosage, puis il s'en allait. Les graines de mauvaises herbes déjà présentes germaient, couvrant la surface de jeunes pousses vertes. Il les sarclait alors d'un seul coup, sans trop perturber le sol, laissant un lit propre prêt pour ses vraies graines. La théorie était simple. Chaque poignée de terre contient des milliers de graines dormantes. En les dupant pour qu'elles germent tôt et en les tuant avant le semis, il réduisait la charge de mauvaises herbes pour toute la saison. Un seul sarclage au lieu de semaines de désherbage à la main. Les jardiniers modernes sèment directement et passent l'été à genoux à se demander pourquoi les herbes gagnent. Votre grand-père avait déjà gagné la guerre avant même de semer. Top 17. L'infusion de fumier. Voici où ça devient intéressant. Le réservoir d'eau de votre grand-père n'était pas qu'un collecteur de pluie. C'était une station de brassage. Il jetait un sac en toile de jute, rempli de fumier de cheval bien décomposé, dans le réservoir et le laissait infuser comme une tasse de thé géante. Après une semaine, l'eau prenait la couleur d'une bière forte et sentait en conséquence. Ce thé de fumier était dilué et utilisé pour tout. Les plantes gourmandes, comme les courges et les haricots, recevaient une dose pure tous les 15 jours. Les cultures feuillues recevaient une dose plus faible. Les nutriments se diffusaient dans l'eau, créant un engrais liquide à libération lente que les granulés modernes tentent d'imiter pour 12 livres la boîte. Il obtenait son fumier gratuitement aux écuries locales, livré dans des sacs qui servaient ensuite à l'infusion. Rien n'était acheté, rien n'était gaspillé. Tout le cycle de fertilité de sa parcelle reposait sur l'eau de pluie, le fumier et la patience. Top 16. Les cloches faites de vieilles fenêtres. Avant les cloches en polycarbonate à 15 livres l'unité, les jardiniers fabriquaient des châssis et des cloches avec des fenêtres de récupération et des vieux carreaux de verre posés en V inversés sur les rangs. 2 vitres appuyées l'une contre l'autre sur des carottes fraîchement semées ou des laitues précoces créaient un microclimat chaud qui avançait les récoltes de 3 semaines. Le verre emprisonnait la chaleur le jour et la restituait la nuit. Les après-midi chauds, il entr'ouvrait une extrémité avec une brique. Une fois les semis établis, le verre retournait contre le mur de la cabane jusqu'à l'automne pour protéger les salades tardives. Une vitre durait des décennies. Les cloches en plastique modernes s'envolent au premier coup de vent, deviennent cassantes après 2 saisons et finissent à la décharge. Le verre était lourd, certes, mais plus efficace et éternel. Top 15. La suie comme engrais et répulsif. Quand chaque maison avait un feu de charbon, la suie était gratuite et abondante. Votre grand-père la récupérait de la cheminée, la stockait dans de vieux seaux pendant au moins 3 mois pour évacuer les composés soufrés nocifs, puis incorporait la suie vieillie au rang d'oignons et de carottes. La poudre noire réchauffait le sol en absorbant la lumière, ajoutait de l'azote et des oligo-éléments et décourageait la mouche de la carotte, car l'odeur forte masquait celle de la plante. Un seau suffisait pour une rangée. Les traces de limaces dans la suie lui indiquaient d'où venaient les nuisibles. Certains anciens saupoudraient de la suie autour des tiges de chou pour éloigner la mouche du chou. C'était à la fois un pesticide, un engrais et un amendement gratuit. Quand le chauffage central a remplacé le charbon, l'approvisionnement a tari et le savoir s'est perdu. Top 14. Récolter ses graines dans des sacs en papier brun. Votre grand-père n'achetait jamais 2 fois le même paquet de haricots. En fin de saison, il laissait les meilleures gousses sur les plants les plus vigoureux, jusqu'à ce qu'elles sèchent sur pied, produisant un cliquetis. Il les cueillait, écossait les graines sur du journal, les séchait 1 semaine dans la cabane et les stockait dans des sacs en papier étiquetés suspendus à un clou. Le papier respirait. Les graines restaient sèches. L'humidité ne pouvait pas s'accumuler
et causait de moisissures comme dans les bocaux ou sacs plastiques. Il possédait des variétés transmises de parcelle en parcelle depuis des décennies, adaptées au sol et aux climats locaux. Ces variétés paysannes surpassaient souvent les graines commerciales car elles avaient été sélectionnées par des années de culture dans les mêmes conditions. Un sachet de graines coûte 3,50 livres aujourd'hui. Votre grand-père n'avait pas acheté de graines depuis 1965. Les siennes étaient meilleures que n'importe quel catalogue. Top 13. L'enterrement direct des déchets de cuisine. Avant que les bacs à compost ne deviennent un objet commandé à la mairie, votre grand-père creusait une tranchée entre ses rangs chaque automne et y versait ses déchets bruts. Épluchures, feuilles de thé, coquilles d'œufs, tout y passait. Il recouvrait la tranchée avec la terre et laissait reposer l'hiver. Au printemps, les vers et les organismes du sol avaient tout transformé en un humus riche et noir, pile là où les racines de la saison suivante s'installeraient. Pas de brassage, pas d'attente, pas besoin d'activateur de compost. Les nutriments allaient directement dans le sol à la bonne profondeur. Il appelait cela ses tranchées à haricots, car les haricots d'Espagne plantés là le mois de mai suivant produisaient des récoltes extraordinaires grâce à cette matière organique enterrée. Le compostage moderne semble complexe. Votre grand-père creusait un trou et y jetait ses restes. Top 12. La rotation des cultures sur 4 ans. C'était l'évangile du potager et l'astuce la plus efficace pour prévenir les maladies sans produits chimiques. Votre grand-père divisait sa parcelle en 4 sections. Année 1, pommes de terre. Année 2, racines. Année 3, brassicacées. Année 4, légumineuses et oignons. Puis retour aux pommes de terre. Chaque groupe avait des besoins nutritifs différents et attirait des nuisibles différents. En les déplaçant, les maladies du sol comme la hernie du chou ou le mildiou ne s'installaient jamais. Les légumineuses fixaient l'azote que les pommes de terre gourmandes consommaient l'année suivante. Les choux suivaient ce lit riche en azote. Les racines suivaient les choux dans un sol assaini. Il gardait un carnet dans sa cabane avec un plan dessiné au crayon, mis à jour chaque printemps. Aucun pesticide ne valait ce qu'une simple rotation accomplissait gratuitement. Les jardiniers modernes cultivent des tomates au même endroit pendant 10 ans et s'étonnent du mildiou. Top 11. Le recyclage de l'eau de vaisselle, place à la controverse. Votre grand-père arrosait avec l'eau de vaisselle et personne ne s'en offusquait. L'eau grise savonneuse de l'évier, si elle n'était pas trop grasse, allait directement au potager via un seau. Le savon doux aidait l'eau à pénétrer la terre sèche en réduisant la tension superficielle, et le peu de graisse nourrissait les bactéries du sol. Lors des restrictions d'arrosage, sa parcelle restait verte, tandis que celle des voisins craquait et flétrissait. Les comités ont banni cette pratique dans les années 90 pour des raisons d'hygiène. Mais des recherches récentes de l'Université de Sheffield ont montré que l'eau grise sur les cultures ne présentait pas d'augmentation significative de bactéries nocives et améliorait la structure des sols argileux. Votre grand-père recyclait l'eau des décennies avant que ce soit à la mode. Il appelait simplement cela « ne pas être idiot ». Top 10. L'engrais vert pendant l'hiver. Après les récoltes d'été, votre grand-père ne laissait pas le sol nu exposé aux pluies d'hiver. Il dispersait une poignée de graines de févrole ou de trèfle incarnat sur les lits vides. En décembre, un tapis vert protégeait le sol de l'érosion, étouffait les mauvaises herbes et fixait l'azote atmosphérique. En mars, il fauchait cette verdure, l'incorporait au premier centimètre de terre et attendait 15 jours avant de planter. La décomposition libérait l'azote stocké pour les nouvelles cultures. Un sac de graines ne coûtait presque rien. Un sol nu en hiver perd jusqu'à 25% de son azote par lessivage. Votre grand-père gardait chaque atome de fertilité exactement là où il fallait. Top 9. Le compagnonnage avec les œillets d'Inde.
Tout jardinier expérimenté plantait une rangée d'œillets d'Inde en bordure des tomates. Pas pour faire joli. Les racines libèrent de l'alpha-tertiényl, qui supprime les nématodes à gales. En surface, leur odeur forte déroute les alerodes et les pucerons, réduisant la pression sur les cultures voisines. Les études de la station de recherche de Wellsbourne ont confirmé ce que les jardiniers savaient depuis des générations. Un sachet de graines à 10 centimes protégeait une rangée entière de tomates plus efficacement que n'importe quel spray. Top 8. De l'eau de pluie, uniquement pour les tomates. Votre grand-père insistait. Les tomates ne s'arrosent qu'avec l'eau du tonneau, jamais celle du robinet. Il avait raison, l'eau du robinet contient du chlore qui tue les microbes bénéfiques du sol. L'eau de pluie est légèrement acide, ce que les tomates préfèrent, et sans le calcaire qui cause la nécrose apicale dans les régions à eau dure. Il remplissait son arrosoir le matin et le laissait au soleil 1 heure pour que l'eau ne soit pas glacée sur les racines. L'eau froide choque les plants et ralentit la fructification. Cette discipline simple, eau de pluie, température ambiante, régularité, produisait des grappes plus lourdes que n'importe quel engrais seul. Top 7. Le cercle de coquilles, d'œufs broyés. Chaque œuf à la coque, chaque friture du dimanche, chaque gâteau pour la fête du village. Les coquilles étaient sauvées, lavées, séchées sur le rebord de la fenêtre, puis broyées en fragments tranchants et dispersés autour des choux et laitues. Les bords dentelés arrêtaient les limaces qui ne traversaient pas cette surface rugueuse. En se décomposant lentement, les coquilles libéraient du calcium, corrigeant l'acidité et renforçant les parois cellulaires des plantes. Les brassicacées, surtout, en raffolent. 1 an de coquilles d'œufs pour une famille moyenne suffisait à protéger et nourrir une rangée de choux. Vous jetez cela chaque semaine. Votre grand-père ne jetait jamais rien qui pouvait retourner à la terre. Top 6. L'engrais liquide d'ortie. Juste après la consoude dans la hiérarchie des engrais gratuits. Votre grand-père remplissait un seau de jeunes têtes d'ortie, couvrait d'eau et laissait reposer 2 semaines. Le mélange dilué à 1,5 apportait azote, fer et magnésium aux légumes-feuilles. Choux et bêtes verdissaient en quelques jours. Les orties poussent partout gratuitement. Le seul coût était une paire de gants et une tolérance pour l'odeur absolument épouvantable du breuvage. Top 5. Le paillage au carton pour les nouveaux lits. Quand votre grand-père récupérait une parcelle envahie par le chien-dent, il ne louait pas de motoculteur. Il posait des cartons plats sur toute la surface en les faisant largement se chevaucher et recouvrait le tout de 15 cm de compost ou de fumier. En une saison, l'herbe dessous était morte et décomposée. Les vers avaient entraîné le carton dans le sol, et le nouveau lit était prêt à être planté sans une seule séance de bêchage éreintant. Il appelait cela le jardinage de paresseux. Les défenseurs du non-labour enseignent aujourd'hui cela comme une révolution. Votre grand-père le faisait déjà en 1973. Top 4. L'astuce du thé froid et du marc de café. Le thé froid allait directement sur les bleuets et les azalées. Les tanins abaissaient le pH du sol, pile ce qu'il faut aux plantes acidophiles. Le marc de café allait au pied des rosiers et au compost, ajoutant de l'azote et améliorant la texture. Entre le thé et le café, un foyer produit assez de matière organique chaque semaine pour maintenir des arbustes en parfaite santé sans acheter de terre de bruyère à 7 livres le sac. Top 3. Le double bêchage avec apport organique. Votre grand-père pratiquait le double bêchage 1 fois tous les 4 ans. Il retirait une première pelletée de terre pour l'emmener au bout du lit. Ensuite, il ameublissait le sous-sol exposé à la fourche et y incorporait une épaisse couche de fumier ou de compost. La terre de surface de la rangée suivante allait dans la première tranchée, et ainsi de suite. Le résultat, 60 cm de sol enrichi que les racines pénétraient profondément. En essai RHS,
Les récoltes étaient supérieures de 30 à 40% par rapport au lit peu profond. C'était épuisant, fait par un matin glacial de février avec un thermos de thé, mais les résultats duraient des années. Top 2. La graisse de cuisson pour les oiseaux. Votre grand-père gardait un pot de graisse de cuisson usagée sur l'étagère de la cabane. Pas pour les frites, mais pour les oiseaux. Il mélangeait la graisse avec des graines, de l'avoine et des miettes, pressait le mélange dans des demi-noix de coco et les suspendait aux arbres fruitiers. Les oiseaux nourris tout l'hiver le remerciaient en été en mangeant chenilles, pucerons et limaces. Une famille de mésanges consomme jusqu'à 10 000 chenilles pour une seule couvée. Votre grand-père pratiquait la gestion intégrée des ravageurs 30 ans avant que le terme n'existe. Il disait simplement qu'il aimait entendre les oiseaux chanter pendant qu'il bêchait. Top 1. La transmission. La plus grande astuce de toutes n'a jamais été écrite. C'était le vieux monsieur à 3 parcelles de là qui vous voyait lutter contre le mildiou et s'approchait avec un thé et 50 ans de savoir. Il vous parlait de rotation, vous montrait la consoude, vous donnait un sachet de graines de haricots d'une variété présente sur le site depuis 1958. Il ne vous facturait rien, il ne vous vendait rien. Il parlait, tout simplement. Et si vous étiez malin, vous l'écoutiez. Ce réseau de connaissances, ces discussions dans les cabanes, ces échanges de graines au robinet, c'était cela la véritable infrastructure du jardin ouvrier britannique. Cela ne coûtait rien et valait tout l'or du monde. Nous l'avons perdu quand les listes d'attente ont grandi et que les parcelles se sont remplies de gens apprenant sur YouTube plutôt qu'auprès du voisin. Les astuces de cette liste fonctionnent, absolument toutes, mais elles fonctionnent mieux quand on les partage autour d'un thé, les mains sales. Voici mon défi. Essayez-en une cette semaine. Une seule. L'engrais de consoude, le faux semis, le paillage au journal ou la tranchée à haricots. Puis, revenez me dire si votre grand-père était juste vieux jeu ou s'il savait des choses que les jardineries vous cachent. Partagez celles que vous allez tester dans les commentaires. Je veux savoir si le cercle de coquilles d'œufs reçoit plus d'amour que le purin d'ortie. Je veux voir si d'autres grands-pères gardaient de la graisse pour les oiseaux. Car ce n'était pas que des trucs de jardin, c'était une sagesse qu'une industrie entière voulait nous faire oublier. Votre grand-père savait. Maintenant, vous savez aussi. Si ces secrets oubliés ont changé votre regard sur le sol de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'ensevelir. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de sagesse s'ouvrira bientôt.